Donc depuis 40 jours, je suis dans ce bâtiment et le bureau d'à côté, c'était Stéphane. Moi, je ne la connaissais pas. Et donc, je suis allé la voir, c'est la première personne que je suis allé voir, puis on a papoté un peu, et là, on s'est rendu compte que sur un sujet comme l'hypertension, les femmes, on n'avait pas les mêmes sources, on ne parlait pas de la même chose. Et je me suis dit, d'abord, merci de m'avoir invité, et je me suis dit, je vais faire la littérature, et puis de façon très objective, j'aimerais vous montrer des données sur, effectivement, les hommes, les femmes dans l'hypertension, et il y a des choses anciennes, par exemple, 2015... Aux États-Unis, il y a ces enquêtes épidémiologiques de très grande ampleur qui s'appellent les enquêtes NANES. Et vous le voyez, on compare les hommes et les femmes entre les différentes années, depuis 2003, 2004, 2005, 2006. Alors, premier élément, que ça soit la connaissance de l'hypertension, le pourcentage des gens traités, et puis quand on est traité, le contrôle tensionnel, les femmes gagnent toujours par rapport aux hommes. Donc, premier élément, les femmes ne sont pas les oubliées de la prise en charge. Elles sont meilleures que les hommes depuis toujours. Voilà, donc c'est un point important. Alors, il y a un élément qui est important aussi, c'est la dernière. C'est un papier de l'année dernière qui, vous voyez, c'est cette courbe là où il y a une asymptote et puis ça redescend. C'est le pourcentage aux États-Unis des patients qui prennent un traitement et qui sont contrôlés pour leur hypertension. Eh bien, depuis 2012, ce chiffre baisse. Alors, moi, j'avais observé la même chose en France. On me dit, la France, c'est des... Et en fait, c'est un phénomène mondial. La prise en charge des facteurs de risque diminue dans le monde, la qualité de la prise en charge, et on devrait se poser la question, pourquoi les gens aujourd'hui ne veulent plus prendre des médicaments, par exemple, pour lutter contre l'hypertension, pour des tas de raisons, mais on a un rôle très important à jouer parce que ça met 10 ans, la bombe. Mais dans 10 ans, en 2035, on va revoir ce qui avait disparu, c'est-à-dire les AVC précoces, c'est-à-dire les pathologies cardiovasculaires, parce que les gens ne veulent plus se soigner avec des médicaments en tout cas. Ils disent qu'ils font du sport et que ça suffit, mais malheureusement non. Il y a des gens, ça ne suffit pas de faire du sport et il faut en plus prendre des médicaments antihypertenseurs. Le deuxième élément, c'est que j'aimerais vous dire, quand on prend la littérature, c'est Lancet 2019, c'est pas nouveau, la prise en charge de l'hypertension dans les pays, c'est un marqueur de la performance du système de santé. Donc, c'est un peu prétentieux de dire regardons l'hypertension, mais non, c'est intéressant. Vous voyez, il y a des pays, alors c'est des nuages de points. Premier élément, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Voilà. La prise en charge de l'hypertension, globalement, elle est à peu près la même. Alors, on peut toujours pinailler ici et ça, mais il y a des différences entre les pays. Donc, il y a bien un élément important, c'est que vivre dans des pays... Alors, la France n'était pas dans cette enquête, très bien. Il y a l'Espagne, vous voyez, qui était plutôt dans les pays où la prise en charge est moins bonne. En fait, plus on va vers le sud, plus la prise en charge est mauvaise. Alors, aux États-Unis, c'est bien, mais par exemple, la Finlande, qui a toujours été mise dans la prévention cardiovasculaire en avant, c'est pas un pays où actuellement c'est beaucoup mieux. Donc voilà, il y a des efforts à faire. Moi, j'aimerais créer on a un rôle très important à jouer. Il faut s'intéresser à cette prévention, pas uniquement le tabac, c'est catastrophique le tabac chez les femmes, mais l'hypertension artérielle, mais le cholestérol, c'est pas brillant. Alors, troisième élément de la littérature, toujours Lancet, une autre étude. Est-ce que le niveau tensionnel chez les femmes et les hommes, c'est le même ? La réponse est non. La réponse est non. Alors là, c'est mondial. Le papier est absolument magnifique. Il y a des millions de gens auxquels on a mesuré la pression artérielle. Mais regardez, d'abord, avec le temps, le contrôle tensionnel dans la population s'est amélioré. Donc, il n'y a pas de doute. Quand les gens ont voulu prendre des médicaments ou se sont intéressés à la prévention, ça a fait baisser. Ça stagne depuis 2000. Alors, ça n'a pas réaugmenté. Enfin, on peut se dire que chez les hommes, on commence à remonter là. 2-3 mm de mercure, je vous rappelle, 2 mm de mercure, c'est 30% d'AVC en plus à 10 ans. Et donc, voilà. Mais globalement, les femmes ont une pression plus basse que les hommes. Alors, on le sait bien, les vieux docteurs comme moi, on sait bien, vous avez une tension de jeune fille, c'est pas sorti de n'importe quoi. C'est vrai, les femmes ont plutôt une pression plus basse que les hommes. Ah, désolé, c'est comme ça, voilà. Il faut en fait faire un effort sur les hommes plus que sur les femmes pour l'hypertension artérielle. Alors, j'aimerais vous montrer des données qui sont des données personnelles, parce que c'est des data d'une grosse base de données que je gère. Il y a 4000 mesures tensionnelles qui ont été faites sur la France entière, représentatif. On fait ça avec la Fondation de l'hypertension.
Et donc ces données, j'aimerais bien travailler, peut-être avec Niki, hein, voilà les données, Niki, je te les donne, le papier est là, les stats sont faites, et le résultat n'est pas inintéressant du tout. On a toujours dit, ah oui, les femmes, elles ont une tension plus basse parce qu'elles ont une morphologie différente, elles sont moins grosses. Effectivement, plus le BMI est faible, plus la pression artérielle, l'hypotension, la systole à moins de 100, à la 3e mesure, augmente 20-30% chez les femmes qui ont moins de 18 de BMI. Mais le phénomène est le même chez les hommes. Mais il y a quand même un décalage systématique. Donc il y a bien un effet femme. Alors est-ce qu'il est hormonal, est-ce qu'il est vasculaire? J'en sais rien. Mais il y a bien... C'est pas les petites femmes, vous avez une tension de jeune fille parce que vous êtes un petit gabarit. Non. Les hommes, ils ont un petit gabarit, ils ont une pression artérielle plus haute quand même. Donc il y a bien une différence entre les hommes et les femmes. Mais c'est en faveur des femmes, c'est pas en faveur des hommes ce coup-ci. Et puis papier, alors, on était d'accord tous les deux sur ce papier, ça nous a fait discuter. C'est une lettre de recherche très passionnante. C'est vraiment, le papier, il est grand comme ça, il y a une figure, mais il met un concept extrêmement novateur et qui peut vraiment changer. Alors, pour moi, ça ne changera rien. Mais dans 10 ans, dans 15 ans, on fait le même topo. Probablement, on dira la définition de l'hypertension chez les hommes et les femmes, ce n'est pas la même. Or, les hommes, on dira 130, 140, et les femmes, on dira moins. C'est-à-dire qu'il y a la preuve aujourd'hui que les risques de complications d'AVC augmente significativement au-delà de 120 de systolique chez les femmes et au-delà de 150 chez les hommes. Vous voyez l'élément. Donc on pourrait dire, en fait, traiter l'hypertension chez un homme, 150 à la consultation, ça suffit. Mais chez une femme, 130, il y a déjà un surrisque. Donc voilà. Alors cet élément-là, c'est aujourd'hui complètement révolutionnaire parce qu'on veut que les définitions soient les mêmes, que les hommes soient l'égal des femmes. Vis-à-vis du risque, ce n'est pas vrai du tout. Et probablement, il y a quelque chose à changer et il y en a qui vont se poser des sacrées questions dans les comités de recommandation pour dire est-ce qu'on veut faire une définition pour les hommes et les femmes ? Moi, je crois que je ne le verrai pas de mon vivant. Alors, il y a un troisième élément. J'en discutais avec mon voisin. On a un peu chahuté là avec Najib. Et tout d'un coup, non, c'est pas Jean-Philippe, c'est Najib. Et il me disait, ah, ouais, les femmes, elles sont plus observantes que les hommes. Ah oui, c'est effectivement une idée qu'on a tous. Les femmes suivent mieux les traitements que les hommes. Eh bien, dans une des grandes bases de données, je l'avais publiée il y a quelques années, qui était le Flash 2015, 2734 hypertendus traités chez lesquels on a proposé le questionnaire de Girard. Alors Girard, c'est moi, c'est-à-dire on pose 6 questions, on évalue l'observance, tout ça. Une vieille idée que j'avais eue il y a 20 ans, maintenant c'est devenu populaire et je suis toujours vivant et il y a mon questionnaire de Girard. Bon, c'est marrant. Eh bien regardez, l'observance, elle dépend de plusieurs phénomènes. D'abord de l'âge. Plus vous êtes âgé, plus vous êtes observant. En un mot, plus vous avez la trouille de mourir. Donc là, vous prenez les comprimés. En tout cas, à cette époque, maintenant ça va peut-être changer. Deuxièmement, c'est vrai que quand vous êtes une femme, vous êtes un peu mieux observant que les hommes. Un peu mieux, mais pas énormément mieux. Mais surtout, il y a une interaction entre l'âge. Oui, le troisième élément, c'est le nombre de comprimés. Plus vous prenez de comprimés, moins vous êtes observant. C'est plus facile d'en prendre un que d'en prendre 3. Et donc, mais il y a une interaction entre l'âge et le sexe. C'est-à-dire, quand vous êtes un homme jeune, vous ne prenez pas votre traitement. Antihypertenseur, ouais, c'est comme ça, vous en foutez, bon voilà, vous avez la trouille, vous ne voulez pas rien. Quand vous êtes une femme, quand vous êtes jeune, vous prenez votre traitement. Mais quand vous êtes un homme et que vous dépassez l'âge de, je ne sais pas combien c'était, 65 ans, eh ben vous prenez très bien votre traitement. C'est-à-dire que les hommes, il y a un moment où ils sont moins cons, quoi. Vous voyez ? Alors que les femmes, elles sont plutôt plus intelligentes un peu avant les hommes. Voilà, c'est peut-être une différence entre les hommes et les femmes. Les femmes en prévention, elles sont moins bêtes que les hommes. Voilà. Alors, dernier élément, c'est ma dernière diapositive. Est-ce qu'on fait différemment dans le traitement des hommes et des femmes ? Alors ça, c'est une base de données, c'est aussi des données pour Niki. C'est tous les traitements qu'ont les gens. Là, c'est 4000 personnes, j'ai leur traitement individuel, machin, les dosages. C'est très intéressant. Eh bien oui, vous voyez qu'il y a moins de prescriptions d'IEC chez les femmes, statistiquement moins d'antagonistes calciques. Et pour le reste, c'est pareil entre hommes et femmes. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que probablement, les médecins, c'est représentatif de la prescription en France. Les médecins,
Ils prescrivent en fonction de l'efficacité, mais aussi en fonction de la tolérance. Donc, il y a effectivement plus d'œdème des membres inférieurs avec les antagonistes statiques. Chez les femmes et les hommes, ils disent, les médecins, hommes ou femmes, ils prescrivent moins d'antagonistes statiques. Et pour les IEC, c'est pas connu du tout, mais c'est vrai qu'il y a plus de tousseurs sous IEC chez les femmes que chez les hommes. Du coup, les médecins, ils prescrivent plutôt des Artans que des IEC. Voilà, donc il y a des différences. Et il y a des différences. Et puis le dernier élément, parce que moi je m'intéresse beaucoup au numérique en santé, j'ai posé dans la dernière question, c'est une enquête faite en juillet 2022, est-ce que vous utilisez une application qui permet de mieux suivre votre tension, voilà, l'application Suivi HTA par exemple, vous voyez, il y a une vraie différence entre les hommes et les femmes. Alors d'abord, personne n'utilise les applications, 2,8% c'est personne. Mais il y a quand même un peu plus d'hommes que de femmes, et puis plus vous êtes jeune, plus vous utilisez. Mais c'est vrai que la combinatoire, les chiffres étaient trop faibles pour le faire, une femme au-delà de 60 ans, elle répugne à utiliser une application pour sa santé. J'ai observé ça. Donc il y a pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire. En tout cas, il y a vraiment un effet à faire. Alors j'en vais en profiter pour faire la pub pour mon application Suivi HTA, parce qu'il y a une nouvelle version qui sort dans les jours qui viennent. Là, on est chez Apple pour l'instant pour la dernière ligne droite. Elle est tellement mieux que la précédente. La précédente a été téléchargée 150 000 fois quand même. Donc j'espère celle-là atteindre le million. Le million. Alors, s'il vous plaît, prescrivez Suivi HTA pour vos patients hypertendus. Et puis, dernière chose, si vous m'aimez bien, puisque vous m'invitez en disant que je suis un bon conférencier, mais allez sur le site hypertension-frhta.org, parce qu'on a mis des podcasts, on a mis des vidéos sur tous les sujets de l'hypertension artérielle. Donc, si l'hypertension vous intéresse, ça dure 2 minutes, les vidéos. On est dans la vidéo hyper courte, et là, on va même faire des flashs sur YouTube, 1 minute par vidéo. Et en fait, on peut bien apprendre beaucoup de choses sur l'hypertension artérielle. Je vous remercie pour votre attention. Question pour Xavier Girard ou pour Niki. On a compris que... Si elle veut. La base de données est à toi. Bon... Allez-y. C'est juste une remarque, si je peux me permettre. Vous exercez un métier qui est finalement le métier... Et la même remarque, en tout cas, on pourrait le faire dans le métier qu'exercent 300 personnes à l'assistance publique, qui sont les diététiciennes. C'est-à-dire, qui fait la cuisine, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Et ça a donc un impact tellement grand que quand, en consultation, les diététiciennes voit les patients, elle voit bien la différence entre un homme et une femme. Et donc, tout ce qui en découle. Oui. Alors, moi, je me suis beaucoup intéressé à la nutrition au cours des 10 dernières années, parce qu'effectivement, c'est un moyen de beaucoup améliorer la relation, beaucoup mieux comprendre son patient dans les maladies chroniques, quand on comprend sa culture culinaire. Eh bien, il y a des cultures où les hommes font beaucoup la cuisine. C'est les Africains. Les Africains subsahariens, vous posez la question à un Africain qui met du bouillon cube parce que c'est ça leur problème, ils ont des recettes avec bouillon cube, eh bien dans 50% des cas, d'abord souvent c'est des hommes qui sont seuls ici, donc c'est eux-mêmes qui font la cuisine, eh bien ça dépend. Alors il y a des Gaulois, effectivement, ils ne font pas la cuisine, mais ça dépend des cultures. Donc je suis d'accord, il faut s'intéresser à la nutrition des gens, à leur culture culinaire, pour essayer de dépister, par exemple, le sel caché, qui dépend beaucoup des cultures culinaires. La cuisine asiatique, il y a beaucoup de sel caché. La cuisine africaine, il y en a beaucoup. La cuisine gauloise, il y en a d'autres. La cuisine italienne, il y en a encore d'autres. Savez-vous, la cuisine italienne, où se cache le sel ? Dans le parmigiano, 7 grammes pour cent, alors que les mentales, 2 grammes pour cent. Ne jamais remettre de parmigiano dans les pastas, quand vous êtes hypertendu. Voilà. Vous faites le lien entre le sel et l'hypertension. Oui. Ça pourrait nous interroger au niveau diététique et au niveau nutritionnel. Oui, alors écoutez, dans le service dans lequel j'étais avant, chez Brucker, on a eu beaucoup de démarches nutritionnelles sur le sel. On a même mis au point un test qu'on appelait le test Excel. Et donc en 6 questions, on pouvait savoir si les gens étaient des gros consommateurs de sel ou pas. Et on s'est rendu compte que ça dépend beaucoup de la culture culinaire de chacun. Et donc on ne s'adresse pas de la même façon aux uns et aux autres.
Oui, Ouais. mais le piège, c'est de penser qu'un patient qui a de l'hypertension, on ne va lui donner que des recommandations par rapport au sel, ce qui est quand même 99% des cardiologues le font, et c'est exactement ce qu'il faudrait plus faire. Oui, alors on donne des recommandations. En fait, c'est le rapport sodium-potassium alimentaire qui compte. Il faut diminuer le sodium, augmenter le potassium alimentaire. Et le potassium alimentaire, c'est les fruits, les légumes. Voilà, donc c'est ça, c'est la balance. Mais c'est marqué à la télé, mangez plus de fruits et légumes, mangez moins de sel. Mais enfin, les gens, c'est le potassium alimentaire qui compte. Bon, on a des grands essais randomisés sur l'administration, sur la prise de sel et sur la prévention des événements vasculaires majeurs, quand même. Oui, c'est vrai. C'est un élément que je n'ai pas mis la diapo, je n'ai pas eu le temps. Il y a une très très belle étude qui a été faite il y a 20 ans aux États-Unis, qui est l'étude Dash, qui avait montré quelque chose de très intéressant. L'étude Dash avait été faite à Washington, grosse communauté noire, des hommes, des femmes. Les plus grands bénéficiaires du régime Dash, c'est-à-dire un régime enrichi en potassium d'origine alimentaire et diminué en sel, c'est les femmes à la peau noire, et les moins bénéficiaires, c'est les hommes blancs à cravate vieux, vous voyez, comme moi. Voilà, ceux-là, ils peuvent bouffer du sel comme ils veulent, de toute façon ça ne change rien. Pour leur pression artérielle, il faudrait qu'ils prennent des traitements et malheureusement ils ne les prennent pas.